Bienvenue dans cette troisième capsule vidéo consacrée à la nouvelle de Jorge Luis Borges, La Bibliothèque de Babel. Dans la première vidéo, j'ai présenté l'auteur, la nouvelle et le recueil dont elle est issue. Dans le deuxième, j'ai analysé un des éléments les plus caractéristiques de la bibliothèque, qui est sa complétude. Dans cette troisième vidéo, je voudrais évoquer un deuxième aspect frappant, qui est la vastitude de la bibliothèque. Combien de livres comporte-t-elle ? Eh bien, ce calcul est relativement simple. Borges nous donne tous les éléments. D'abord, il choisit une police typographique très limitée, de 25 caractères. 22 lettres, il en rejette 4. Et les simples signes de ponctuation qui sont le point, la virgule et l'espace entre les mots, donc 25 caractères. Et il indique que chaque livre comporte 410 pages, chaque page 40 lignes et chaque ligne environ 80 caractères noirs. On fera l'hypothèse qu'en réalité chaque ligne contient en tout et pour tout 80 caractères, y compris les espaces. Ça évitera de faire un certain nombre d'hypothèses et ça ne changera rien au résultat final. Donc on a d'une part une police de caractères de 25 symboles et d'autre part un livre qui contient 80 x 40 x 410 caractères, c'est-à-dire 1 312 000 caractères. Alors combien de combinaisons différentes peut-on créer ? Le calcul est très simple. Le premier caractère d'un livre peut être choisi de 25 manières différentes, le deuxième également. Et donc on peut créer 25 x 25 combinaisons de 2 caractères. 25 x 25, c'est 25 au carré. Si j'ajoute un troisième caractère, je multiplie encore une fois par 25 et je vois que le nombre de chaînes de 3 caractères est 25 au cube. Et puis je passe à 25 puissance 4, 25 puissance 5, et comme j'ai 1 312 000 caractères dans un livre, en négligeant les caractères qui sont éventuellement sur le dos, je vois que le nombre de livres différents que je peux créer est de 25 à la puissance 1 312 000. Ce qui est un nombre évidemment gigantesque, mais on s'en rendra mieux compte si on le regarde comme sous son écriture décimale, ce qui, je ne vous conseille pas de tenter de le faire avec votre machine à calculer parce qu'elle vous renverra certainement un message d'erreur. Elle n'a pas la mémoire nécessaire et encore moins l'affichage nécessaire à ce type de calcul. Même sur un ordinateur puissant, c'est un calcul qui prend un certain temps et que j'ai réalisé pour vous, et on obtient le nombre qui s'affiche maintenant, qui est 195, 603, 991, 760, 133, 212, etc., et qui se finit par 404, 697, 418, 212, 890, 625. Et ce nombre ne comporte pas moins de 1 834 098 chiffres. C'est donc un nombre colossal qu'on pourrait écrire sous la forme 2 fois, en l'arrondissant considérablement, sous la forme de 2 suivi de 1 834 097 zéros. Alors c'est évidemment un nombre de très grande taille et aucune personne de bon sens ne le contesterait. Mais pour décider si un nombre est grand, il faut savoir à quoi on le compare. Alors on va d'abord chercher une analogie, dans le monde physique. Combien notre univers observable, comporte-t-il de particules élémentaires, de nucléons, protons et neutrons ? Le calcul peut se faire, il est bien sûr approché, et je suis ici l'argument développé par Christian Magnan. Notre Soleil, dit-il, a une masse de 2 fois 10 exposant 30 kg, et c'est une étoile moyenne. La masse d'un proton est de l'ordre de 2 10 exposant moins 27 kg. Il y a donc environ 10 exposant 57 nucléons dans notre Soleil. La Voie lactée comporte 100 milliards d'étoiles, c'est-à-dire 10 exposant 11, et donc au total 10 exposant 68 nucléons, si on fait l'hypothèse, uniquement pour l'argumentation, que toutes les étoiles sont en moyenne de la même taille que le Soleil. Et on estime que l'univers visible comporte environ
1000 milliards de galaxies, ce qui nous amène au chiffre authentiquement astronomique de 10 exposant 80 nucléons dans l'univers. Mais vous voyez que tout à l'heure, on n'était pas dans 10 exposant 80 ou 10 exposant 100, mais on était dans des nombres plutôt de l'ordre de 10 exposant 1 800 000 et quelques mille. Donc vous voyez que le nombre de livres dans la bibliothèque de Babel est considérablement plus grand que le nombre de nucléons et a fortiori d'atomes dans l'univers observable. On en tire une double conclusion. La première, c'est que le nombre de livres est vraiment très très grand. Et la deuxième, c'est que la bibliothèque de Babel est totalement inconstructible dans notre univers. Il n'y a pas assez de matière pour la construire et il n'y a pas assez d'espace pour l'accueillir. Donc le nombre de livres est proprement colossal. Pourtant, mathématiquement, on ne peut pas dire que ce nombre est spécialement grand. Je vais appeler ce nombre de livres de la bibliothèque L. Peut-on aisément construire un nombre plus grand ? Sans aucune difficulté sur le plan mathématique. On peut par exemple tout simplement doubler ce nombre. 2L est bien plus grand que L. Ou L fois L, L carré est beaucoup plus grand que L. Que peut-on dire alors de L à la puissance L ou de la factorielle de L qui est le produit de ce nombre L par chacun des entiers qui est inférieur à L. Ces nombres sont colossalement plus grands que L et ils sont mathématiquement aisés à construire. Et donc on se rend compte que bien entendu le nombre de livres de la bibliothèque est colossal, et qu'il est démesuré par rapport à notre espace physique. Cependant, pour des mathématiciens, on ne peut pas à proprement dire que ce nombre est spécialement grand. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux de vous retrouver dans la 4e vidéo qui s'intéressera à la mythologie de Babel, aux racines de ce mythe borgésien dans l'histoire de la littérature et l'histoire des idées. Si je propose ces vidéos, c'est en support du livre que je publie au printemps 2022 aux éditions de l'Académie royale de Belgique et qui porte le titre « Dans la bibliothèque de Babel, Borgès et la bibliothèque totale ».